Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes vendredi 9 février. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. La Banque régionale des marchés lance ses activités en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La BRM, banque spécialisée dans l'intermédiaire financier, veut contribuer au rayonnement économique de la Côte d'Ivoire. Autre événement ce vendredi, le rapport de suivi de mise en œuvre du PND et le rapport volontaire de la Côte d'Ivoire sur les ODD. L'initiative est du ministère du Plan et du Développement. Le rapport sur les ODD sera présenté au prochain forum politique de haut niveau en juillet prochain à New York aux États-Unis. Dans ce 20h, nous irons à Bakalikro, village situé à quelques kilomètres de Dimbokro qui regorge de potentialités. Mais difficile de rallier Bakalikro en voiture. Les populations espèrent donc la construction d'un pont pour sortir du désenclavement et développer leur localité. C'est parti pour les 23e Jeux olympiques d'hiver à Pyeongchang, en Corée du Sud. Ces Jeux se sont ouverts ce vendredi donc sous le signe d'un rapprochement symbolique entre les deux Corées, ennemis historiques depuis 1953. Soyez les bienvenus sur RTI 1. La Banque régionale des marchés a lancé ses activités. L'événement a eu lieu ce matin en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La BRM, banque spécialisée dans l'intermédiaire financier, veut contribuer au rayonnement économique de la Côte d'Ivoire. Notez que le marché financier a mobilisé l'année dernière, en 2017, donc 8 836 milliards de francs CFA. Le reportage de Francis Boifo. La Banque régionale des marchés BRM, officiellement installée en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a lancé les activités de cette banque d'affaires située au plateau boulevard de la République. La BRM est la première banque spécialisée dans l'intermédiation financière par les titres. Différente des banques commerciales, la Banque régionale des marchés veut contribuer au dynamisme économique impulsé par le marché financier local. 8 836 milliards de francs CFA collectés au 31 octobre 2017. L'avènement de la Banque régionale de marché succursale de Côte d'Ivoire, loin de consister en l'arrivée d'une nouvelle banque concurrente, doit résonner comme une invite à l'élargissement des activités du secteur bancaire. L'APB voudrait par ma voix vous encourager à orienter davantage vos actions dans l'accompagnement des PME ivoiriennes en quête de financement. Elle représente 80% des entreprises ivoiriennes et constitue le moteur de la croissance. Le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, pense que la BRM peut booster cette croissance à travers ses 3 pôles d'activité. La banque de marché, la banque d'affaires et la gestion d'actifs devraient lui permettre, en empoisonné, d'accompagner les secteurs publics et privés dans le financement des projets devant conduire notre pays à l'émergence. J'ai foi à l'engagement de la BRM à soutenir la Côte d'Ivoire dans son élan de développement économique et financier. La Banque régionale des marchés BRM, aujourd'hui, c'est plus de 10 000 milliards de francs CFA d'opérations réalisées depuis sa création en 2007. Plus de 120 milliards de revenus générés. Elle est présente au Sénégal, au Niger et en Côte d'Ivoire. Autre événement organisé ce vendredi, cette fois-ci par le ministère du Plan et du Développement. C'est le rapport de suivi de mise en œuvre du PND, Plan national de développement au titre de l'année 2017, et le rapport volontaire de la Côte d'Ivoire sur les ODD, Objectifs de développement durable. Le rapport sur les ODD sera présenté au prochain forum politique de haut niveau en juillet prochain à New York. Justine Seguique pour les explications. La Côte d'Ivoire s'est engagée à réaliser les objectifs de développement durable, ODD, adoptés par les Nations Unies en septembre 2015 et le gouvernement ivoirien s'est porté volontaire pour présenter un examen des ODD lors du prochain forum politique de haut niveau sur les ODD en juillet 2018 à New York. Par ailleurs, la Côte d'Ivoire est tenue d'élaborer chaque année un rapport de suivi de la mise en œuvre du Plan national de développement PND qui prend en compte les ODD. Le suivi et l'évaluation des politiques offre au pouvoir public, aux acteurs du développement et à la société civile de meilleurs outils pour tirer des leçons des expériences, pour améliorer l'efficacité des interventions publiques, pour mieux affecter les ressources
et pour rendre compte aux parties prenantes des progrès réalisés. En collaboration avec le ministère du Plan et du Développement, nous avons esquissé les axes d'alignement du PND avec les ODD. Il nous reste une étape cruciale qui est celle de la priorisation des cibles des ODD pour la Côte d'Ivoire au regard de nos réalités spécifiques. Le premier rapport 2016 de mise en œuvre du PND 2016-2020 révèle, entre autres, qu'avec un niveau d'investissement en 2016 de 4 453,8 milliards de francs CFA contre une prévision initiale de 4 247,6 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 104%, un taux de croissance de 8,3% a été réalisé avec une projection moyenne de 8,1% entre 2017 et 2020. De bonnes perspectives s'annoncent déjà pour l'économie nationale en ce deuxième mois de l'année 2018. Après l'entrée de notre pays dans la shortlist des pays africains qui bénéficient de l'initiative Compact avec l'Afrique du G20, une autre étape est franchie depuis hier avec le lancement des activités de ce programme. L'objectif de cette initiative est de stimuler l'investissement privé en Côte d'Ivoire, comme nous l'explique Cheikh Koni Aboubakar. Accroître les investissements durables du secteur privé, améliorer les infrastructures et lutter contre le chômage sur le continent africain. Tel est le but recherché par les 20 pays les plus puissants au monde regroupés au sein du G20. Pour cette première expérience, 10 pays africains aux économies performantes composent la shortlist. La Côte d'Ivoire en fait partie. Le pays entend ainsi saisir cette opportunité pour mobiliser les investisseurs privés en provenance des pays du G20. Nous sommes fiers parce que la Côte d'Ivoire fait partie désormais des 10 pays qui ont été sélectionnés par les pays du G20 pour bénéficier donc de cette initiative compacte. Donc 10, quand vous connaissez le nombre de pays en Afrique, ça veut dire qu'il y a du bon en Côte d'Ivoire. Il est demandé donc à plus d'investisseurs internationaux de venir investir en Côte d'Ivoire. Il s'agit ainsi pour l'équipe pays de faire le suivi de la mise en œuvre des actions de ce programme et examiner les sujets d'intérêt pour les investisseurs privés. En Côte d'Ivoire, l'un des secteurs ciblés est celui des énergies renouvelables. Mais avant, chaque pays bénéficiaire devra mettre en œuvre des réformes qui augmenteraient leur potentiel d'investissement, tandis que les partenaires internationaux aideraient à trouver des solutions aux problèmes économiques de ces pays. On va continuer à pied le processus avec les autres bailleurs au niveau d'appui institutionnel et pour le bon déroulement effectif et pour s'assurer que la Côte d'Ivoire est vraiment là où il doit être avec l'adhésion de cette initiative. Pour sa mise en œuvre, l'initiative Compact avec l'Afrique du G20 a défini 3 principaux domaines. Le renforcement du cadre macroéconomique, l'amélioration de l'environnement des affaires et le développement d'un cadre propice au financement des investissements. Ce plan de partenariat bilatéral impulsé par la présidence allemande du G20 a été adopté en mars 2017. Le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable a procédé à l'installation des comités de développement durable des ministères. Ces comités auront pour mission de sensibiliser, informer, éduquer et former la population en vue de constituer une masse critique d'acteurs impliquant les éco-gestes, notamment ceux liés à la réduction du gaspillage de l'eau et de l'électricité. Je vous conduis à présent à Bakalikro, village situé à quelques kilomètres de Dimbokro. Le village regorge de potentialités, mais attention, notre voyage ne sera pas du tout facile. On ne peut pas accéder au village de Bakalikro en voiture. Le pont ferroviaire ne supporte que les engins à 2 roues. Les populations espèrent donc la construction d'un pont pour sortir du désenclavement et développer ainsi leur localité. Le témoignage sur place de Jeanne Atoubi. Le train qui traverse le pont ferroviaire sur le Flemzi, un spectacle que tous les habitants de Dimbokro connaissent bien. Mais pour tous ces hommes, femmes et enfants, à moto, à pied ou en bicyclette, c'est une véritable épreuve. Toujours le cœur serré et inquiet à chaque enjambement d'une zi via le pont ferroviaire. C'est le cas de cet homme qui se rend à Bakalikro, village situé à 4 km de Dimbokro. Pour prendre un véhicule et aller à Fatéassou, il faut parcourir 30 km. Alors que nous sommes à 4 km de 2 villages. La RAN a fait un pont sur le Zi et ce petit pont que vous voyez là,
C'est sur ça que tout le monde se sert dessus. Si ce n'est pas par pirogue, il n'y a pas d'autre passage. Et la pirogue, elle est dangereuse parce que souvent les gens tombent dans l'eau. Nous nous donnons rendez-vous au village. Bakalikro, officiellement appelé Fetiassou. C'est le premier village que l'on trouve à la sortie du pont ferroviaire sur le Nzi. À ses alentours et au-delà, de nombreux villages de Dimokro et du département de Mbato, comme Tiemelekro, Serebissou, Adibrobo ou Telebo. Zone de production de vivriers qui alimentent les marchés de Dimokro. Mais pour se rendre dans ces localités, à bord d'un véhicule, il faut faire le grand tour. Notre souhait est que le pont du Nzi, qu'on ait un pont de véhicules. Même aujourd'hui, si on a un cas d'urgence, on prend la personne dans Mac, traverser le pont et prendre un taxi pour aller à l'hôpital. Parce que faire le détour, c'est trop. Et c'est le raccourci. Pour rallier Bakalikro, l'itinéraire est le suivant. De Dimokro, il faut aller jusqu'à Sungassou, après 20 km de bitume agonisant, puis emprunter la route menant à Tiemelekro que traversent les rails. Enfin, s'engouffrer dans la forêt classée de Sanvan, jusqu'au village de Saliakro. Et là, surprise. Nous nous retrouvons à la sortie du pont ferroviaire comme si nous avions tourné en rond. Conséquence, quand nous entrons dans Bakalikro après 30 km de route, notre hôte nous y attendait depuis plus d'1 heure. Je vous souhaite les bienvenus et vous avez fait près d'1 heure de temps pour arriver ici. Prions Dieu qu'on ait un pont dans l'avenir pour pouvoir faire le raccourci. Bakalikro, un village de moins de 500 âmes comme on en trouve rarement aujourd'hui. L'endroit séduit et plaît pour qui le découvre. Si on avait déjà un pont qui coupe le Nzi et le village où se trouve la ferme, on fait quoi tout ça? Juste un pont, c'est ce que nous avons besoin. Nous avons des produits, nous avons de très grandes superficies, nous produisons, mais nous avons des difficultés pour évacuer nos produits. Et vraiment, c'est difficile pour nous. Bakalikro, dans la commune de Dimokro, pleure de savoir qu'il est si proche de la ville, mais loin et long à atteindre quand on veut s'y rendre en voiture. La faute au fleuve Nzi maugrait encore les populations de ce village qui, depuis belle lurette, ont choisi, par souci d'économie, d'emprunter le pont de fer au détriment de la pirogue dont ils gardent encore de bien mauvais et tristes souvenirs. Voilà Bakalikro, donc dans l'attente de son pont, un sujet réalisé par Eugène Atoubi. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle équipe 31 directions régionales en matériel didactique. Ces dons sont évalués à 3 milliards de francs CFA et visent à améliorer les conditions de travail des élèves ainsi que du personnel administratif. Mariam Sissé, Mama Traoré. De ses propres mains et en leur murmurant des consignes de bon usage, la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, a remis du matériel didactique aux responsables éducatifs régionaux, de matériel informatique, outils techniques et pédagogiques visant à l'amélioration des conditions de travail des acteurs du système éducatif. Cette cérémonie est une preuve supplémentaire de la promesse que je vous ai toujours faite, à savoir que le gouvernement ivoirien ne calcule pas quand l'école est en jeu. Nous leur donnons des équipements conséquents pour assumer leurs charges administratives. Elles pourront mieux affiner leur gestion et conforter leur leadership. À cette cérémonie tenue au lycée classique de Cocody, Kandia Camara a également invité le corps éducatif à plus d'ardeur dans le travail. Mes chers collaborateurs, ma conviction, c'est que nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs en matière de qualité sans moyens probants. Au moment où je vous invite justement à un contrat d'objectifs et de performance. Les bénéficiaires, eux, se veulent rassurants. Ils entendent tout mettre en œuvre pour mener à bien la mission qui leur est assignée. D'un coût total de 3 milliards de francs CFA, ce projet d'équipement des écoles connaît un taux de réalisation de 50%. Le secrétaire national au renforcement des capacités, Epiphane Zoro, était aujourd'hui en visite de travail au centre d'éducation à distance de Côte d'Ivoire. La structure sous tutelle du secrétariat est spécialisée dans le renforcement des capacités managériales des responsables, décideurs des secteurs publics, privés et de la société civile. On en sait plus avec notre reporter Alexis Ouedraogo.
Donner la possibilité aux cadres et décideurs des secteurs publics et privés de renforcer leur capacité managériale en restant dans leur environnement familial, sans frais de voyage, de visa ou autre interruption de travail. Voilà tout l'intérêt du CED, le Centre d'éducation à distance de Côte d'Ivoire. Ce vendredi, le secrétaire national au renforcement des capacités, Epiphane Zoro, par ailleurs président du conseil de gestion du centre, s'y est rendu en visite de travail. Les programmes développés par le CED sont tellement importants qu'il est impérieux de discuter déjà avec l'École nationale d'administration une plateforme de collaboration qui soit systématique, de telle sorte que les produits, les services offerts par le centre d'éducation à distance bénéficient directement déjà aux cadres qui sont formés à l'École nationale d'administration. En partenariat avec l'ENA Paris, l'Université de l'administration du Québec, le CED a la prétention de valoriser les compétences des cadres ivoiriens et accroître ainsi l'impact du développement, une vision que partage le SNRC. Nous pensons spécialement à la question de la langue, qui est une question essentielle. Et le CED a les ressources qu'il faut pour outiller nos diplomates, pour outiller nos fonctionnaires, pour que les agents, les fonctionnaires qui parlent au nom de la Côte d'Ivoire soient suffisamment outillés sur la question de la langue. Il y a aussi la question de la déconcentration des activités, faire en sorte que les services qui sont offerts puissent bénéficier à tous les agents de l'État, à tous les cadres du secteur privé qui évoluent dans l'arrière-pays, qui ont besoin de formation, qui ont besoin d'être ouverts sur le monde. La rencontre a été aussi l'occasion de voir l'évolution des travaux du nouveau siège de la structure. Il devrait permettre d'améliorer les capacités d'accueil du centre. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi, des Jeunes et du Service civique, avec l'appui de l'UNICEF, a procédé donc dernièrement aux deux plateaux au lancement de la plateforme technologique U-Report, plateforme de messages et de sondages pour donner la parole aux jeunes sur des sujets clés en vue de les impliquer au développement de la Côte d'Ivoire. Patricia Omouitia. Tous munis de leur téléphone mobile, ces utilisateurs de U-Report, appelés U-Reporters, peuvent partager, recevoir et donner leurs avis sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Plus de 61 000 adolescents U-Reporters, âgés de 15 à 24 ans, se sont penchés entre autres sur des questions comme la lutte contre la violence, le sport, l'éducation et la santé, de façon anonyme à travers des SMS, Facebook et Twitter. Ça montre quand même l'ouverture du gouvernement à ce que les gens peuvent s'exprimer librement, contribuer, donner leur opinion. La plateforme permet aux jeunes de recevoir des informations en temps réel et des réponses dans les 24 heures, suivant leurs questions les plus pressantes, à travers un chat en direct entre les experts et les spécialistes des programmes de l'UNICEF. À terme, le report permettra à l'État de mesurer l'efficacité des politiques mises en œuvre en faveur des jeunes, tout en s'assurant de prendre en compte leurs besoins réels et de renforcer les moyens de leur promotion et de leur protection. L'objectif du report est d'amplifier la voix des jeunes pour leur permettre de participer au débat public et de se prononcer sur des sujets de société qui les touchent. En Côte d'Ivoire, plus de 50% de la population est âgée de moins de 25 ans. Ces 14 millions de jeunes activistes et d'acteurs du changement au sein de leur communauté représentent la génération qui contribuera au progrès vers un avenir meilleur et plus prometteur. Sur le terrain politique à présent, le Rassemblement des Républicains poursuit sa tournée de remobilisation de tous les militants. Je vous propose les étapes de Tiapoum, Minignan, Kwasi-Kwasi-Kro et de Prikro. À Kwasi-Kwasi-Kro, dans la région d'Inzi, ce sont des militants mobilisés qui ont échangé avec les envoyés de la direction du parti. Puis une délégation conduite par Ossène Ouattara, venue sonner la remobilisation pour un FDL leader dans cette partie de la Côte d'Ivoire. En plus de la remobilisation, le conseiller spécial du secrétaire général du RDR a invité ses camarades militants à participer massivement à la prochaine opération de révision de la liste électorale afin de faire élire les candidats désignés par le parti. À Prikro, dans la région de Lifou, en plus du parti unifié, la délégation conduite par Bouaké Foufana a évoqué également la question des prochaines élections, à savoir les municipales, les régionales et les sénatoriales. Le conseiller spécial du secrétaire général du RDR a invité les militants à prendre une part active à ces élections. Mais déjà, il va falloir être sur la liste électorale là, parce qu'on va recommencer, on va refaire la liste électorale. C'est seulement 7 jours que CEI va nous donner pour être sur la liste. Nos enfants qui ont atteint 18 ans là, il faut leur dire d'aller s'inscrire.
Il a par ailleurs souhaité que le RDR puisse conserver la mairie de Plikro, tout en gagnant d'autres postes électifs. À Nassian, dans le Bunkani, la mission de sensibilisation était confiée à Lamine Koulibaly. Une rencontre qui lui a permis de rassurer le départemental Kwaku Ouattara et ses camarades militants de la prise en compte de toutes leurs préoccupations par la direction du parti. Il souhaite que cette flamme de mobilisation qui illumine le département de Nassian puisse rester longtemps allumée pour faire du RDR le parti leader du Zanzan. Toute chose qui pourrait assurer la victoire des candidats désignés par le parti. Nassene Batouri, émissaire du Rassemblement des Républicains dans le Folon pour entretenir la flamme militante. À la tête d'une forte délégation, elle était à Ménigna pour inviter les militants du RDR à rester mobilisés pour les prochaines élections locales et les défis qui pourraient se présenter à eux. Le RDR est le plus grand parti de Côte d'Ivoire, il l'a prouvé. C'est le parti au pouvoir. Notre but principal, c'est de garder cette première place à tous les niveaux. L'émissaire de la direction du RDR a assuré les militants que les résolutions qu'ils ont approuvées lors du 3e congrès de leur parti ont commencé à être mises en œuvre avec des réformes structurelles. Moment de communion entre les militants RDR de cette localité et la délégation de la haute direction de ce parti, conduite par Néné Diakité. Ambiance plus chaude lors du meeting. Ce que le RDR attend de ses militants a été clairement exprimé dans la perspective des élections à venir. Et sans faux fuyant, les militants en retour ont présenté un chapelet d'attente non comblé. Et par solidarité et esprit de famille, les militants du RDR de Tiapoum ont donné l'assurance de se conformer aux directives et orientations de la direction de leur parti. Chers militants, beaucoup a été fait. Toutes ces réalisations visent l'amélioration des conditions de vie de la population. La rencontre avec les militants du parti a été précédée d'une visite à la notabilité de Tiapoum et d'une réunion scientifique, au cours de laquelle les militants ont été formés et les résolutions du 3e congrès commentées. Et ces activités sont couvertes par les médias nationaux. Parmi ces médias, le quotidien L'Intelligent d'Abidjan, qui célèbre ses 15 ans d'existence. La célébration des 15 ans de ce quotidien s'est faite autour du thème L'Intelligent d'Abidjan, regard croisé sur 15 ans d'histoire avec la Côte d'Ivoire, l'Afrique, le monde, hier, aujourd'hui et demain. Chris Diomandé, Franck Quadio. 2003-2018, 15 ans d'existence du quotidien L'Intelligent d'Abidjan, plus de 4 millions d'exemplaires vendus, une ligne éditoriale pour contribuer au développement et à la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, selon le premier responsable du quotidien, dont la ligne éditoriale, dit-il, est caractérisée par l'impartialité. Cet anniversaire est l'occasion de mettre en exergue les grands défis. Les défis, on a déjà le club des amis et des lecteurs de l'Intelligent d'Abidjan. Nous allons restructurer le club. Il y a la fondation de l'Intelligent d'Abidjan qui sera lancée. Nous allons lancer des initiatives pour promouvoir l'emploi et renforcer notre responsabilité sociétale. Donc nous avons beaucoup de projets, nous avons beaucoup d'événements. Les défis sont nombreux et les perspectives sont intéressantes. Une remise de flamme au directeur de publication, une action symbole et une occasion pour tous de traduire au quotidien des encouragements pour le travail abattu. Venir à cet anniversaire est pour nous un symbole. Nous sommes là pour venir féliciter les responsables de l'Intelligent d'Abidjan qui ont créé ce journal dans des conditions extrêmement difficiles, dans le contexte du printemps de la presse. Et ils ont fait vivre ce journal pendant 15 ans. Je pense que ça relève de l'exploit. Ce journal de l'Intelligent a été un journal effectivement intelligent. Il a traversé les tumultes et tout ce que nous pouvons appeler comme difficulté. Mais il résiste, il est là. Nous sommes venus pour le féliciter, pour l'encourager. Bonne chance encore. Pour 35 ans, 45 ans, 60 ans, encore l'Intelligent. À bientôt. Lors de la cérémonie, une trentaine de personnalités célébrées par des distinctions, une façon de magnifier leur engagement pour la promotion de la liberté de la presse. Le Massa 2018, c'est pour bientôt le marché des arts du spectacle africain. Le directeur général de ce Massa était face à la presse ce matin. Le Massa se veut cette année explorer la thématique des modèles économiques pour les arts de la scène, au nom des innovations, l'approfondissement des acquis de 2016, les lectures scéniques, les programmes jeunes publics, entre autres. On en sait plus avec notre reporter Franck Quadio. Le marché des arts du spectacle d'Abidjan, Massa 2018, c'est pour bientôt, du 10 au 17 mars prochain.
Une 10e édition placée sous la détermination du modèle économique pour les arts de la scène aujourd'hui. En clair, explorer les questions de financement durable. Et dans la dynamique, une innovation majeure. Et le Massa lui-même, il sera payant cette année. Ça sera 5 000 francs la semaine. C'est-à-dire, on aura un bracelet. Dès lors qu'on a le bracelet, pendant les 7 jours, vous avez accès libre à tous les spectacles du marché et à quelques spectacles du festival. Une façon de pérenniser l'offre de qualité. L'innovation, c'est aussi l'amélioration des acquis de 2016, telle la programmation jeune public renforcée en 2018. On va donner une formation qui sera pilotée par le Conseil des arts du Canada et qui va apprendre à tous ceux qui s'occupent des spectacles pour les enfants, que ce soit à la télé, à la radio ou dans des associations, dans les mairies, pour qu'ils comprennent que faire un spectacle pour les enfants, ça ne veut pas dire nécessairement infantiliser les enfants. Une implication forte du Canada donc, l'humour et les arts de la rue formalisés, des scènes slam et hip-hop et l'escale bento, 15 groupes artistiques venus d'Afrique centrale, entre autres nouvelles démarches. 36 pays attendus, dont l'Algérie, la Martinique et le Japon, plus de 190 professionnels, en tout 319 participants pour ce Massa 2018 qui aura 25 ans d'existence. L'événement a débuté en 1993. À l'étranger au Mali, en moins de 3 jours, la police a réussi à mettre sous les verrous 14 personnes accusées de viol collectif sur mineurs et de diffusion de vidéos pédophiles sur la toile. La police malienne a mené d'intenses enquêtes pour identifier les auteurs des viols qui ont été arrêtés. Ils encourent entre 5 et 20 ans de prison selon la loi malienne. À Calais, en France, les associations s'alarment de la détresse psychologique des migrants dont les conditions de vie affectent leur santé mentale déjà fragilisée par leur vécu dans leur propre pays et par leur parcours migratoire. Ces associations en appellent donc à de meilleures conditions de vie et une prise en charge de ces migrants. Konaté Moussa. À Calais, les conditions de vie des migrants affectent leur santé mentale, déjà fragilisée par leur vécu dans leur propre pays et leur parcours migratoire. Le vent fouette les visages dans une zone industrielle au pied de pylônes électriques. Alors ce qu'on constate globalement, c'est une fatigue psychologique, un épuisement qui est lié directement aux conditions de vie, à l'errance dans laquelle sont contraintes les personnes du fait des évacuations permanentes et du fait que les gens n'aient pas d'abri sûr. Les troubles psychiques sont les maladies graves les plus fréquentes chez les migrants, devant les maladies chroniques et infectieuses. On a ici des gens qui sont, pour certains, qui ont été victimes de torture, que ce soit par exemple en Libye, qui ont été témoins de morts parfois violentes sur les routes migratoires. Et donc ça, c'est des événements de vie accumulés et qui, en arrivant ici, ne trouvent pas de lieu sécure, ne trouvent pas d'espace sécure où se poser, se reposer, se reconstruire. Médecins du Monde et la Croix-Rouge repèrent les migrants qui souffrent de pathologies mentales et les orientent vers des structures de soins. On a tout d'abord une clinique mobile, donc avec des médecins, des infirmiers. On sait que la demande en santé mentale, elle est rarement spontanée chez ce public. Par contre, elle est parfois traduite dans le corps. On constate beaucoup de somatisation, des gens qui vont se plaindre de maux de tête, éventuellement de gastralgie, des choses comme ça. Selon Médecins du Monde et la Croix-Rouge, les autorités ne se préoccupent des migrants que quand il s'agit de maladies infectieuses. On les considère comme potentiels vecteurs de maladies, plutôt que de les considérer comme ayant besoin de soins. Sujet plus gai, c'est parti pour les 23e Jeux olympiques d'hiver à Pyeongchang, en Corée du Sud. Ces Jeux, baptisés les Jeux de la paix par la Corée du Sud, se sont ouverts donc aujourd'hui sous le signe d'un rapprochement symbolique entre les deux Corées, ennemies historiques depuis 1953. Abou Sanogo. Les Jeux olympiques d'hiver 2018 ont officiellement débuté ce vendredi en Corée du Sud avec un échange de politesse entre la sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président sud-coréen. C'est au début de la cérémonie d'ouverture de ces Jeux que Kim Jong-un, premier membre de la dynastie régnant en Corée du Nord, a foulé le sol de la Corée du Sud depuis la fin de la guerre de Corée en 1953. Autre symbole fort,
le passage en commun des sportifs des deux pays, vêtus de blanc et dont les tenues indiquaient seulement le mot « Corée » dans le dos. Les Jeux Olympiques 2018 qui s'étaleront jusqu'au 25 février sont déjà témoins d'un spectaculaire rapprochement entre les deux Corées, ennemis historiques depuis 1953. Pour rappel, plus de 2900 athlètes représentant 92 États vont se disputer les 102 titres décernés dans 7 sports et 15 disciplines. Premier grand rendez-vous de sport de l'année 2018 avant la Coupe du monde de football en Russie. Voilà le sport qui promeut donc la paix. La paix chez vous. Très belle soirée sur RTI1.